chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio sous pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi, sans courbette. Peut-être le plus important. Nous sommes le 18 décembre 2018, un temps parfait en mois de décembre. Et nous allons, pour parler aujourd'hui de l'atelier du non-faire. On avait déjà fait une émission sur le sujet avec des invités. Sabine, Corinne, je crois, était venue. Mais hier, c'était bien dimanche. Samedi, en fait. Samedi. On y est allé. On n'y était jamais allé. Et là, on y est allé, il y avait des portes ouvertes sur quelque chose dans cet ordre d'idée. Et on a fait une découverte assez extraordinaire. Voilà, ça nous a un peu mis sur les fesses, pour être gentil. Et on va essayer de vous relater un petit peu les émotions qu'on a ressenties en découvrant ce lieu de vie. Ça a quand même duré pendant à peu près 40 ans, cette aventure humaine. Et donc, ça a laissé des traces. Voilà, vous venez d'écouter Le Temps des cerises de Noir Désir. Et nous allons, au cours de cette émission, la dernière de l'année, de porter un regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et comme toutes les semaines, on a des informations là-dessus assez fournies. Ouais, bonjour tout le monde. Voilà, vous pouvez nous contacter donc par mail sur arakai@orange.fr ou éventuellement nous laisser un message sur le téléphone de Radio Sous Pente au 01 41 95 20 96. Eh bien Marianne, avec tes flics, a joué la démocratie. Sur 3 passants, il y a 2 indiques, et le 3e est en habit. Eh bien Marianne, avec ta clique, a joué on est mieux qu'en Grèce. Sur 3 passants, il y a 2 indiques, et le 3e est CRS.
Mais sous tes airs de fine gueule, y a la révolution qui gronde, y a la révolution qui gueule, et moi je me marie ma blonde. T'es bien Marianne avec tes armes, tressées le long de nos cercueils, à Paris devant tes gendarmes, il faut oser porter le deuil. Tu nous as déjà fait charonne, c'était bien pour un premier tour, t'as rempilé à la Sorbonne et t'as gagné à Billancourt. Mais sous tes airs de fine gueule, y a la révolution qui gronde, y a la révolution qui gueule, et moi je me marie ma blonde. Tu me feras l'âme soumise, tu interdiras mes chansons, et pour peu que tu me relises, je finirai dans tes prisons. Et l'on y fait vite finir, on dit que le silence est d'or, mais j'écrirai pour le plaisir, t'es bien Marianne, avec tes morts. Mais sous tes airs de fine gueule, y a la révolution qui gronde, y a la révolution qui gueule, et moi je me marie ma blonde. Qu'on ne vienne pas me dire que je fais commerce de mots. Je ne joue pas les faux martyrs de la faucille et du marteau. Je ne joue pas les faux Mao, ni les anards façon 16e, convaincu d'apprendre au gros lot à chanter gloire au 17e. Mais sous mes airs un peu pégueule, y a la révolution qui gronde, y a la révolution qui gueule, et moi je me marie ma blonde. Qu'on assassine, je ne la vends pas en chanson. J'habite à côté d'une usine et ne connais pas les salons. Mais j'ai vu de mes yeux de gosse tant de vérité sur les murs que j'eus la révolte précoce et dont mes premières blessures. Mais sous mes airs un peu bégueules, y a la révolution qui gronde, y a la révolution qui gueule, et moi je me marie ma blonde. C'était Marie ma blonde, interprétée par Marc Augeret. Oui, sur Radio Soupente, toujours, on commence. J'espère que vous ne nous avez pas déjà quitté. La station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, nous sommes le 18 décembre 2018, pour vous parler, dans la partie artistique de cette émission, de l'atelier du non-faire. Cramponnez-vous à vos chaises à bascule, parce que ça va bouger un peu beaucoup. La citation pour mon presse-papier, on veut bien vous laisser votre pognon, on veut juste le reste. Et c'est un slogan des Gilets jaunes. Je trouve que d'ailleurs que les slogans de manif, c'est toujours réjouissant. Toujours top les slogans de manif qui résument en quelques mots le presque plus important. Sans flonflon médiatique, pas besoin. Suffit de savoir lire ou d'avoir un bon ou une bonne copine qui le sait et qui vous dit. Une mine de réjouissance, les pancartes des manifs. Un peu leur bref de comptoir. On s'en bat des médias aux ordres qui tordent tout, qui détournent tout, qui se foutent de tout, et surtout de la gueule de ceux qui font vendre leurs paplards pourris, presse écrite, radio et télé, sans oublier les politiques qui ne se réfèrent qu'à eux pour décider de ce qui est bon pour le peuple, mais surtout pour leur gueule. Et quand j'ai écrit ça, qu'est-ce que j'ai écrit? Pas grand-chose de rien du tout. Je me suis bougé, ou pas bougé, plutôt, le prose pour aller à la castagne sur les champs. Non, je suis resté au chaud chez moi, j'y suis pas allé. Voilà, j'en suis pas plus fier pour ça, mais bon, qu'est-ce que je peux faire, je suis pas... J'ai plus vraiment l'énergie pour ça. Ma participation donc se limite à me gaver les commentaires et les images de LCI ou les délires de France Info, qui ni l'un, ni l'autre, ni l'une, ni l'un, ni l'autre, ni l'une, de ces médias ne m'ont appris le pourquoi de ces manifs. Pour vous dire qu'ils s'en battent complètement du pourquoi. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur les champs et surtout s'il y a des bastons. Sauf qu'il y avait le casseur de service
pour dénaturer l'action de ceux qui portaient un gilet jaune. Voilà, et là ils sont contents, il y a au moins un casseur. Songe bien ce que l'on en dit, commente, montre. Je veux parler évidemment des manifs, et celle des gilets jaunes en particulier. Pour tout dire, et encore une fois ne rien dire, je n'en sais foutrement rien. Alors, ultime recours, j'achète ainsi que chaque mercredi le Canard. Colossale déception. Comme qui dirait l'impression déprimante que le rédac chef Éric Amtaz ou Amtaz Éric crapahute sur les sentes à sauvagine de la beaufrie ordinaire pour ne pas trop charger la mule. On sentait bien depuis le début de cette affaire de gilets jaunes canaries que le gallinacé ne battait pas frénétiquement des ailes pour applaudir ce mouvement né ailleurs que dans Paris. Cet opuscule qui peut nous réveiller parfois d'une douce somnolence politique en toc, peut aussi, à la lecture de ce qu'il écrit à propos de ce mécontentement populaire, nous foutre carrément les convictions en l'air. Si ce follicule né dans les tranchées de la grande boucherie de 1914-1918 pour dégriser le poilu de la propagande de guerre, en adoptant un style foutage de gueule des décideurs qui envoyaient allègrement le piou-piou à l'abattoir, où est-ce qu'il a perdu son âme combative, le Canard? Tous des mines, même lui. Qui je sois, pour infectiver ainsi ce vaillant centenaire. Et alors, pourtant je respecte un peu les vieux, je suis pas bon, et alors même les rien du tout peuvent avoir des sursauts. Ah ouais. Oui, les aminches, ça peut vous arriver aussi si vous n'êtes pas des sursauteurs professionnels. Dans une vie, on a bien le droit de sursauter quelquefois, non? Et gueuler ensemble, tous ensemble. On veut bien vous laisser le pognon, on veut juste le reste. Juste le reste, seulement, presque. Si vous dégagez le plancher des assemblées, chambre des députés, palais sénatorial, on ne serait pas contre. Puis l'Élysée aussi dans la foulée, pourquoi pas. Et prendre un petit logis dans une cité du côté de Sarcelles ou d'Aubervilliers. Hein, les gars? Il y en a même une qui porte le doux patronyme, je crois que c'est à Aubervilliers, de Cité Staline. Pas mal, hein? Ouais, très décevant le Canard. Moi, quand j'ai lu la une, j'ai relu une deuxième fois en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Là, je comprends pas du tout le fond. Donc, je l'ai fait lire autour de moi en me disant mais attends, est-ce que j'ai vraiment compris? Voilà, le Canard qui pointe les milliards que vont coûter soi-disant ces mesures prises par Macron, qui sont quand même une grosse entourloupe. C'est-à-dire que faire croire qu'on augmente le SMIC de 100 € quand on fait que ramener ça à une prime d'activité qui était prévue sur 3 ans, qu'on pense la donner en une seule fois, et encore sous condition. Donc tous les SMICards n'auront pas 100 € de plus sur leur feuille de paye, c'est complètement faux. Et les impôts? Et la CSG, que voilà, moi qui suis pensionnée de la Banque de France, effectivement, j'avais perdu 50 € par mois sur ma retraite, que je vais retrouver parce que j'ai moins de 2000 € par mois. Donc, mais je me suis quand même fait carotter 50 € pendant toute une année, voilà, que je vais les retrouver. Bon, c'est quand même pas mal, quoi. Donc en fait, le Canard pointe ce coup qui semble acquis par la violence. Là, il est un peu dubitatif. Enfin, c'est très, très. Il parle de l'endettement, qu'on va dépasser les 3% de la dette autorisée. Bon. Qu'est-ce que ça peut lui foutre au Canard? Voilà, il remet pas les pendules à l'heure, alors que si on fouille un petit peu, on peut écouter Philoche chez Mermet qui nous fait du bien, qui remet les choses en place, parle du coup effectivement des choses qui sont présentes dans la tête de chacun, parle du peuple. On peut aller sur Ciné Mensuel de ce mois-ci, où c'est Gérard Noiriel qui parle des gilets jaunes, comme il parle du peuple, de l'histoire de la population française, de la France populaire. Donc il y a des sources d'informations qui sont quand même plus intéressantes que le Canard. Mais c'est vraiment... non seulement plus intéressantes, mais plus fiables. Voilà, plus fiables. Et moi je suis allée à Montreuil donc voir un rassemblement Gilets jaunes à partir depuis mardi dernier, donc tous les soirs entre 16 et 20h, à peu près 21h. Il y a un point de rassemblement à la Croix de Chavaux. Donc je suis allée vendredi soir
voir un petit peu ce qui se passait. Et j'ai rencontré des gens, une femme justement qui arrivait à Montreuil depuis 2 mois, qui était avec son gilet jaune, mais une femme qui a un passé engagé, qui a été féministe, qui est féministe, qui a milité dans les syndicats, peut-être un peu en politique. Et, quelqu'un est arrivé là aussi qui allait rejoindre la manif le lendemain avec un gilet jaune au point de rencard à Saint-Lazare avec les cheminots. Et cette femme, justement, elle partait aussi pour aller à Saint-Lazare. Donc des gens avec un tract que j'ai rapporté, avec des revendications qu'on peut appeler même des revendications libertaires, sur des plafonnements d'indemnisation des élus, sur les revenus moyens, sur la dissolution du gouvernement et la refondation de notre République par les assemblées quand même du peuple, par le partage égalitaire des richesses, l'embauche massive des chômeurs dans les services publics, plein de choses. Après la baisse du coût de l'immobilier, la baisse radicale du temps de travail, le remplacement de la démocratie représentative par une démocratie directe basée sur des assemblées de travailleurs et des habitants. Tout ce qu'on aime bien, la révocabilité, bien sûr, le droit de révocabilité des élus à tous les niveaux. C'est comme à la FA, et l'élection des mandats, sur des mandats des élus, sur des mandats impératifs. Donc, je pense que je vais y retourner parce que il faut y participer, il faut être présent. Donc, là, il y avait apparemment déjà une 50aine de personnes qui s'étaient inscrites pour tenir les permanences. Il y avait une grande table avec du thé, du café et des grands panneaux qui étaient des panneaux d'information. Ouais, c'est bien. Non, c'est tout à fait. D'ailleurs, nous étions évidemment à militants de la Fédération anarchiste, il y a quelques temps encore, et on se revendiquait des mêmes, comment dirais-je, comment t'appelles ça, des mêmes revendications, sauf que là, c'est pas les anards, mais c'est les gilets jaunes. Voilà, de Paris-Est. Oui, je pense qu'ils ont tous un petit peu les mêmes revendications, quoi. Ouais. Donc, effectivement, il faut. Je pense que maintenant, ça commence à avancer. Il faut contrer ce discours des médias qui, au départ, stigmatisait des gens que d'extrême droite. Il faut vraiment élargir. Donc, heureusement, beaucoup de personnes maintenant s'intéressent au mouvement et portent une autre voix des Gilets jaunes. D'ailleurs, on dit les Gilets jaunes, mais ça veut dire qu'on ne s'inclut pas dedans. Il faudrait peut-être qu'à un moment, on dise que nous aussi, on se sent en Gilet jaune. Oui, parce qu'il y avait les gens qui se sont sentis Charlie, alors pourquoi nous ne pourrons pas se sentir gilet jaune après tout Voilà, alors après, effectivement, d'ailleurs, cette femme le disait très bien, on peut ne pas aller dans les manifs à Paris parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur de ces nassages, ces gaz lacrymaux partout, on peut ne pas avoir envie de casser, c'est vrai que y a des manifestations pacifistes, mais en tout cas, c'est un mouvement qu'il faut porter. Oui, mais à propos, tu m'as raconté une histoire assez savoureuse tout à l'heure à propos des nassages et des gens qui ont foutu en garde à vue, des milliers, mais raconte un petit peu. Oui, c'est ça. Oui. Il y a dans la revue donc numérique lundi matin qui à l'origine, c'est un ami, je crois, de Julien Coupa, des gens de Tarnac qui tiennent cette revue libertaire sur le net. Il y a justement Julien Coupa, donc on avait dit qu'il s'était fait arrêter à Paris au bout de Chaumont la semaine dernière, mais là, il raconte justement, il était avec un ami, c'était le matin de la manif, ils allaient chercher des croissants pour leur petit déjeuner, et donc cet ami arrive avec ses croissants, et puis je sais pas, il va prendre sa voiture, il s'assoit dans sa voiture, il met ses croissants sur le siège arrière, et là, il se fait entourer par 5 ou 6 voitures de police pour être embarqué en garde à vue, donc avec Julien Coupa. Et il va passer 36 heures en garde à vue et il raconte le ridicule de cette garde à vue où effectivement ils ont trouvé dans la voiture, c'est ce qu'on disait, ils ont trouvé 2 gilets jaunes, c'est normal puisque maintenant c'est obligatoire, ils ont trouvé des draps et des bombes de voiture, des masques anti-poussière. Ils sont arrêtés sur simple soupçon parce qu'ils n'avaient strictement rien fait. Non, c'est les croissants à mon avis. C'est peut-être les croissants. Ouais. Parce que les croissants, ça a une forme de croissant, vous voyez, forme de croissant. Arabes, musulmans, terroristes. Oui, c'est peut-être les croissants. Ouais. Donc, il raconte sa garde à vue, qu'ils ont changé de commissariat, parce qu'en fait, ils ont voulu nous faire croire que la police était très vigilante, qu'ils avaient arrêté, je sais plus de 1000 personnes, que rapidement, dès le samedi matin, en fait, ce que ce gars-là raconte, c'est qu'il a rencontré des gens qui n'avaient jamais fait de manifestation, des ouvriers, des magasiniers, et des gens qui se sont fait choper en descendant de leur car, parce que manque de peau, ils couraient moins vite que les autres, et qui n'avaient strictement rien sur eux, à part peut-être effectivement des lunettes de plongée, du sérum Fils, qui est un peu le minimum nécessaire maintenant quand on va manifester à Paris, quoi. Et il raconte aussi que ces rencontres étaient presque aussi importantes que s'il avait été en manif, parce que finalement il a eu aussi ce contact direct avec ces gens qui ont raconté pourquoi ils montaient et comment ça s'est passé, quoi. Et comment la manif s'est passée pour eux, c'est-à-dire en garde à vue direct.
à la sortie de l'autocar. Hein. Faut quand même le faire. Hein. Non mais, vous voyez, où police partout, justice nulle part, hein, ou justice nulle part et police partout, c'est la même chose, hein, en quelque sorte. Mais vraiment, moi, quand Pico m'a raconté ça, j'ai explosé de rire, hein, parce que c'est tellement ubuesque des histoires pareilles que bon, on peut pas passer. Il y a qu'en France qu'on peut imaginer que ça se passe. Hein. La Français, c'est des gens qui sont bourrés d'humour, hein, de pou, là. Alors les flics, en parlons même pas. Alors là, ils ont tous leur brevet d'humoriste. Hein. Ouais. Non, parce qu'on a eu cet intox, effectivement, quand on suivait un petit peu, tout de suite, dès 8h du matin, déjà, temps d'interpellation, enfin, c'était vraiment... Alors, on imagine temps d'interpellation, on voit déjà des mecs qui crassaient, qui machinaient, qui avaient des cocktails Molotov sur la tronche des flics et tout. Donc, c'est des bons pépères, des bonnes mémères qui viennent de province en autocar, et on les cueille à la sortie de l'autocar. Voilà, donc après, bah oui, il y a des attentats. Alors, effectivement, on peut aussi se dire que quand on mobilise 6 bagnoles de flics pour un gars qui va chercher des croissants, c'est comme des flics qui bossent pas ailleurs, quoi. Ouais, qui bossent pas ailleurs, ou ils devraient bosser ailleurs. Bon. Alors, ma citation. Montrer par l'exemple que c'est possible n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul, c'est Gandhi. Alors pourquoi j'ai pris cette citation? Parce que c'est Damien Carême, qui est le maire de Grande-Synthe, justement, qui l'utilise pour parler de ce qu'il fait dans sa commune. Tu peux nous situer où est Grande-Synthe? Alors justement, là j'ai découvert, alors Grande-Synthe, je connaissais un petit peu. Grande-Synthe fait partie de l'agglomération de Dunkerque, donc c'est situé en bord de mer, dans le département du Nord. Il faut savoir que quand on arrive à Grande-Synthe, le front de mer, c'est son Léo Fourneau d'ArcelorMittal, avec des gaz qui brûlent nuit et jour, donc de différentes couleurs. Et ce sont 14 sites Céveso, donc c'est quand même une ville sinistrée. Grande-Synthe, c'est 23 000 habitants, c'est 28% de chômage, avec je ne sais plus quel pourcentage de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ou vit au niveau du seuil de pauvreté. Donc c'est une ville en fait qui ne semble pas vraiment gâtée. Ah, des nantis, enfin bon, soyons sérieux. Et vendredi soir, donc au cinéma Le Méliès, il y a un film qui s'appelle Grande-Synthe, c'est un film de Béatrice Caméra-Jaude, qui justement a filmé cette commune, a filmé ce maire, Damien Carême, qui a transformé quand même sa ville, une ville qui au départ oui, n'a pas beaucoup de champs justement, et quand on suit ce maire, on s'aperçoit que ce qu'on voit on ne devrait pas le voir, c'est-à-dire qu'on va se promener dans la ville et on va voir des petits immeubles avec des jardins ouvriers partout, par exemple, des tas de gens qui vont cultiver, qui vont ramasser des légumes. On va voir des allées avec des arbres, plein d'arbres partout, avec des arbres fruitiers. Et ce que dit Damien Carême, c'est que l'avantage des arbres fruitiers, c'est que ça change plusieurs fois dans l'année de couleur, entre la floraison, la fructification, enfin après il y a l'automne, donc c'est quand même très agréable, et en plus ça permet de manger un fruit quand on se promène dans la ville. Non mais vous imaginez ça? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Fini les platanes, fini tous ces trucs-là, on met des fruitiers. Voilà. Alors, c'est une ville qui est passée en ville en transition. Alors, les villes en transition, c'est un mouvement qui est venu d'Angleterre avec Rob Hopkins sur la ville en transition. C'est Totnes en Angleterre qui a été la première ville à passer en transition. Ça veut dire qu'en fait, on anticipe le passage au pic pétrolier et on voit les énergies, comment on peut après se vivre avec moins d'énergie fossile. Donc, Grande-Synthe, depuis 2011, est une ville en transition, et ça veut dire qu'on va trouver donc des 65% de l'énergie consommée, par exemple par les équipements, provient d'une énergie renouvelable. Il y a des chevaux de trait qui se promènent dans la ville pour promener les gens. Il y a des moutons en pâturage. Il y a des hectares où il y a une cantine. Par exemple, la cantine est passée au 100% bio. Donc, les enfants en fait mangent bio, et avec un approvisionnement le plus local possible, avec des contrats de maraîchers qui peuvent s'installer sur la commune, à qui on certifie qu'on va pouvoir acheter leur production jusqu'à ce qu'ils passent en conversion, jusqu'à ce que la conversion en bio soit terminée. Donc ça c'est important. Les repas sont faits par un ESAT, donc c'est un établissement d'insertion par le travail. Ah, okay. Donc en fait c'est fait sur place. Les repas coûtent pour les moins favorisés 40 centimes d'euros, pour les plus favorisés 1,95 €. Oh, il pourrait faire un effort pour baisser les prix quand même. Hein.
Le bio va être, si possible, après mis dans les hôpitaux, dans les collectivités, locales. Et à terme, ça plaira à Cécile, c'est de passer la ville en souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que Damien Carême compte acheter 150 hectares de terre pour pouvoir cultiver sur place. Alors en plus, on peut se poser la question avec ces usines, quelle est la pollution par rapport au sol? Il y a des contrôles réguliers. Alors il dit avec ironie qu'en fait les terres sont tellement proches des usines qu'en fait la pollution, il y a toujours un vent, donc en fait la pollution se déporte sur la ville balnéaire qui est à côté, quoi. Mais il y a quand même des contrôles, qui sont faits, quoi. Alors il profite effectivement de cette manne d'ArcelorMittal pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des taxes qui rentrent, ce qui permet que la ville a quand même des revenus. Par contre, ils sont conscients que les décisions sur ces usines ne sont pas prises localement, hein, c'est pris à l'étranger. Il donnait l'exemple de Tata qui avait racheté les fourneaux d'Angleterre, et en fait, à peine racheté, en fait, Tata a tout fermé. Donc là, ils savent que cet ArcelorMittal peut aussi à un moment donné fermer par décision extérieure, parce que ce sera plus rentable, et que là, entre les emplois sur place et ce qui est reporté sur le port de Dunkerque, il y aura 10 000 emplois qui seront perdus. Donc pour l'instant, là, ils profitent en fait des taxes qui arrivent à la ville pour faire des améliorations dans la ville. Il y a aussi une université populaire avec des familles qui sont venues suivre des formations à la fabrication de produits ménagers, donc sans produits chimiques et toxiques. Là, il y a au moins 800 familles qui ont participé. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la culture, il y a des équipements sportifs haut de gamme. Justement, il disait que par exemple la communauté d'Aglo avait voté un budget, je crois, de 6 millions d'euros pour 2 équipes qui étaient dans l'aglo, et qu'en fait lui n'est pas du tout d'accord pour ça. Lui il est pour le sport. Voilà, des équipes de sport. Lui est pour le sport de masse. Donc en fait il y a du sport de masse dans la ville, mais il y a des équipements de qualité. Il y a également de la culture. Hein, il y a de la résidence théâtrale. Il y a vraiment de quoi s'exprimer. Et en fait, Grande-Synthe a été aussi connue pour le camp de migrants qui a été construit en 2016. Justement sur le camp de la Linière, quand il y avait les migrants étaient à côté à la Baroche, et c'était un camp qui était vraiment dans la gadoue. Et là, il y a eu cette décision de construire ce camp de migrants. Ça a coûté 4 millions d'euros. La ville a participé, je crois, pour 1,5 million. C'est Médecins sans frontières qui a participé pour 2,5 millions. Donc on a construit des bâtiments en bois. On a donné quand même un peu d'argent de poche aux migrants. Et il y a eu énormément de bénévoles. Grande-Synthe, c'est donc sur 23 000 habitants, c'est 6 000 bénévoles. Donc il y a des gens qui viennent régulièrement. Le quart, aider. Quoi. Voilà, le quart des habitants. Non mais vous imaginez ça? Si comme j'ai mon petit bled puri-villageois à 30 000 habitants, s'il y en avait le quart de bénévoles, hein. Donc, ça fait de l'énergie. Ah oui, ça fait de l'énergie. Ça fait beaucoup d'énergie. Donc c'est ce camp. Bon, ce camp malheureusement, il y a été conçu plutôt pour 700 personnes. Quand il y a eu le démantèlement de Calais, les gens sont descendus sur ce camp-là. Il y a eu un seuil qui a été atteint. Je crois qu'à un moment c'était 2000, mais après même à 1300 personnes, ça faisait beaucoup. Les communautés kurdes et les communautés afghanes apparemment n'arrivent pas à s'entendre. Donc en fait, il y a eu un incendie, et ce camp est parti en fumée. Voilà. Mais il y a quand même tous ces efforts qui ont été faits pour intégrer. Et on voit donc Damien Carême qui, comme il nous dit, je lui ai bu des hectolitres de thé, enfin, qui parle avec les gens, qui est vraiment un homme de terrain. Lui est maire depuis 2001, en fait. Ça va être, je crois, son 3e mandat. Il dit qu'après, il ne se représentera plus. Étant contre le cumul des mandats, de toute façon, il ne se représentera plus comme maire de sa ville. Et en fait, son histoire remonte aussi à son père, qui est arrivé... son père, sa famille, ses parents étaient d'origine lorraine. Moi, je l'aurais juré. Et donc, ses parents sont arrivés à Grande-Synthe, et le père a été maire de 1970 à 1992. C'est pareil, c'était des gens qui étaient catholiques, qui participaient à la JOC, enfin, lui était à la JOC, et qui étaient syndicalistes, et qui ont eu des responsabilités syndicales en région parisienne. Mais en fait, sûrement la CFDT. Non, la CGT. Bravo, bravo les jossistes. Hein. Mais en fait, le père, au bout d'un moment, était dans les bureaux, perdait contact avec le terrain, donc en fait, a demandé à retourner travailler, et il a été affecté à Grande-Synthe. Et quand le fils dit, on a débarqué, lui, je crois que c'était un minot, il avait 7 ans, ils étaient 6 enfants, je crois, il arrive à Grande-Synthe, et voilà, c'était les maisons ouvrières, ils ont vécu en HLM, ils disaient que c'était la seule famille française qui habitait dans ces HLM, et qui avait beaucoup d'aide, de bienveillance, que les gens se recevaient, que étaient peut-être un peu mieux logés, donc scandaleux.
ils aidaient leurs voisins et qu'il n'y avait pas d'arbres. Donc déjà, René Carême, qui est le papa, a fait planter des arbres. Donc il avait planté des platanes qui n'ont pas tenu plus que 30-40 ans, ce qui est l'âge de vie d'un platane, la durée de vie d'un platane. Mais en fait, il y avait déjà cette énergie qui a été mise par les parents. Et Damien Carême ne pensait pas du tout devenir un jour maire de la ville, parce qu'il voyait son père s'épuiser au travail pour une reconnaissance qui n'est pas si évidente quand même. Non. Donc voilà. Et puis finalement, lui a une formation d'animateur socioculturel, d'informaticien, et de par son investissement dans la ville et dans les assos, en fait, il a fini par être maire à son tour, quoi. Ouais. Eh ben, dites donc, moi c'est une découverte, et ma camarade me surprendra toujours, parce que imaginez, comme John Lennon l'a imaginé, remarquez, ça lui a coûté la vie. Alors bon, elle n'imaginait quand même pas trop, mais enfin, imaginez un peu ce que pourrait être la vie dans ce pays, mais pas que dans ce pays, la vie des gens dans le monde, s'il y avait un peu plus de maires de ce type pour faire vivre et chanter les villes. Non, mais c'est invraisemblable, incroyable de rencontrer des êtres humains de cette qualité, mais c'est de la qualité supérieure, attention, hein, c'est pas comme le pinard. Hein. En fait, c'est ça, toutes ces questions de volonté politique. Ah ouais. Donc, à partir du moment où on veut faire les choses, par exemple, il voulait construire une polyclinique, il y avait déjà 2 étages de construit quand il a eu l'autorisation. Mais il y avait cette volonté de construire ce lieu. Donc, en fait, la volonté politique permet de franchir toutes les barrières. C'est ça qui est important. Absolument. Alors, Damien Carême était là ce soir au Méliès avec Béatrice Camerajo, de la réalisatrice. Le film... Pour moi, c'est pas le film, en fait, j'ai eu du mal à suivre certains passages. Il y a un fil rouge avec une troupe d'acteurs que j'ai pas spécialement aimé, des revendications écologiques avec lesquelles j'adhère, mais qui sont un peu curieuses, en fait, à ce moment-là. Par contre, il y a ce personnage et la découverte de cette ville et de ce qu'il a fait, et ça, c'est le plus important, en fait. C'est ce qu'il faut aller voir ce film pour découvrir qui est Damien Carême et comment cette ville Grande-Synthe, en fait, est un peu un électron au milieu une curiosité au milieu de tout ce département du Nord, quoi. Et on peut en tirer aussi une autre leçon, en pensant aux politiques qui dirigent ce pays, qui font rien, mais vraiment rien, ni pour l'écologie, ni pour le social. Enfin, on va ajouter les nids, on pourra en faire une colonie. Ah, voilà. C'est qu'ils n'ont pas de volonté politique, point. Parce que vous voyez, ce maire d'une ville de à peine 30 000 habitants dans le Nord, complètement une ville en perdition avec 28% de chômage, etc., sans arbres et tout, son papa a commencé à en planter, mais ils sont morts. Lui, il arrive, il plante des... Vous voyez, mais ce parcours de vie de cet élu, non mais c'est un exemple. On peut pas trouver un meilleur exemple pour illustrer la nullité de nos politiques. Voilà. Parce que c'est le contre-exemple parfait. Les autres, là, ils font des colloques, ils font des réunions, la réunion, ça fonctionne. La COP24, là, à Varsovie, c'était un fiasco invraisemblable. Voilà, ça dure et ça va continuer à durer. Et là, un petit pépère dans une ville sinistrée du Nord, il arrive à faire revivre cette ville sinistrée, à la rendre possible pour ses habitants. Mais et vous votez encore pour les rigolos là qui sont dans les assemblées, qui se gavent avec des fins de mois à 10 000 euros, etc., etc. Un président qui s'achète de la vaisselle pour 500 000 euros, qui est fait... non mais, où on est? Merci Piquet-Cou, merci ma camarade. J'avais déjà découvert la ville de Grande-Synthe dans une revue qui s'appelle la Revue 21, c'était il y a 2 ans, à l'automne 2016. Et justement, je m'étais dit, mais c'est incroyable cette ville. Donc, en fait, Grande-Synthe, je l'avais gardée au fond de ma tête, quoi. Il y avait quelque chose. Donc là, forcément, quand je vois ça résonne. Et il y avait l'article dans la Revue 21. La Revue 21, c'est des longs reportages. Donc, on a le temps de comprendre de ce dont il s'agit. Donc, c'est agréable. Et là, il y avait un article qui s'appelait L'homme qui murmure à l'oreille d'une ville. C'était un article de Marie Desplechin qui était très beau, qui commençait comme ça en disant, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Ces fleurs partout, ces buissons de roses parfumés, ces iris somptueux au pied des immeubles. Parce qu'effectivement, dans une ville sinistrée, ça ne devrait pas être comme ça. Et alors, il faut expliquer que la population, c'est pas non plus le rêve, hein, on n'est pas dans le fantasme. Ça a été difficile. Il disait que quand il mettait des fleurs, si les fleurs étaient abîmées ou arrachées, il en replantait jusqu'à ce que, comme il dit, le beau appelle le beau. Donc, il faut garder cette habitude et que finalement, au bout d'un moment, les fleurs ne sont plus arrachées, quoi.
Non, non, voilà. Non, mais on croit, c'est comme un rêve. Voilà, c'est tout à fait un rêve. Voilà, on va à la Grande Sainte, hein, on va aller tous s'exiler là-bas, parce que bon, là, c'est une ville au moins où l'humanité est respectée. Non, là, j'en suis sans voix. Ouais. Et pour me mettre sans voix, il faut vraiment y mettre le paquet. Ouais, puis il y a des images de carnaval. Alors ça, il faut mettre ça. C'est les carnavals comme le carnaval de Dunkerque. Quoi. C'est cette espèce de moment de folie où on transgresse toutes les règles, on se travestit. Et voilà, donc là, il y a cette participation aussi au carnaval. Quoi. Merci infiniment, Dominique, parce que ça rassure quand même. On est le ciel qui devient gris, etc., avec toutes ces erreurs politiques qui se suivent et se ressemblent depuis que j'ai l'âge de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, j'ai toujours assisté au même carnaval sinistre et grotesque de la politique politicienne. Et là, on a quelqu'un, un élu, un être humain, qui veut faire profiter de son humanité toute une ville. Et bien ça, c'est magnifique. Ouais. Et j'ai terminé sur quelque chose quand même de très très important, c'est que avec toutes ces mesures, avec le camp de migrants qui a été construit, le score du Front National n'a pas augmenté. Et ça, c'est primordial de le dire. Parce que dans des villes comme Calais, où justement il n'y a eu aucune gestion de l'arrivée des migrants, où la maire n'a pas du tout géré ou quoi que ce soit, en fait, c'est le Front National qui prend la place. Et là, le Front National, bon, lui dit que forcément, il y en a toujours de trop, des gens qui votent Front National, mais quand on regarde, il nous a montré une carte de ce département du Nord après le premier tour des élections municipales. Le noir représentait la Marine Le Pen au deuxième tour. C'était pratiquement noir partout, sauf un tout petit point rose qui était au bord de la mer, et c'était Grande-Sainte, quoi, où il a été élu, je crois, au premier tour des élections municipales. Ouais. Donc ça, c'est quand même un critère, quoi. C'est quelque chose d'important de voir que les gens... C'est comme Ruffin, quand Ruffin... Ah, voilà, je suis content que tu rappelles que Ruffin est quand même... oui, c'est comme quand Ruffin, justement, fait reculer le Front National de pratiquement 20% entre le premier et le deuxième tour. Pourquoi ? Parce qu'il va voir les gens et qu'il discute avec. C'est parce que c'est un être humain, tout simplement. Et ce qui est curieux, enfin, là, c'est plus de l'anecdote, ou plus pour pointer des choses complètement ridicules, enfin, pour montrer les ricanements en même temps de l'histoire. C'est de là aussi que vient ce monsieur Macron, là, et sa dame, hein, elle, une fille de bourgeois producteur de chocolat. Non, mais c'est curieux de voir dans le même, parce que c'est pas très éloigné tout ce petit monde, ce que ça peut produire un pays comme le Nord, mais qui est un pays, je rappellerai quand même sans cesse, enfin, parce qu'on y va assez régulièrement avec ma camarade, on va voir des expos, etc., que c'est quand même une région de France sinistrée industriellement, mais pas du tout de la tête et du cœur et de la culture. Hein. Elle est née d'une ferme tout en haut d'un rocher, cette ville que j'ai tant et tant aimée, dû la voir à l'hiver de l'église à l'été. Les siècles s'enchaînaient aux années. Ils avaient les moissons pour vacances l'été, et les femmes saignaient sur le lin des rouets. Et la pluie tombait blanche sur les toits ardoisés, dans la ville que j'ai tant aimée. On y venait de Nantes les dimanches d'été, avant qu'elle ne soit grande, quand notre siècle est né. Chemisée, robe blanche, les jardins ouvriers fleurissaient sous des ciels de pommiers. C'est la fin de l'enfance et nous avons dansé dans l'école un dimanche il y a 6 années. Le soleil a brillé sur les toits ardoisés de la ville que j'ai tant aimée. Et les filles riaient et les hommes buvaient
La ville était adulte et les arbres chantaient. Et puis une aube grise, un matin s'est levé. L'herbe rouille et l'aubier est gelé. Ils ont tout brisé, balayé et brûlé. Ils ont tout interdit, tout arraché. Et la pluie tombe noire sur les toits ardoisés de la ville que j'ai tant aimée. J'y ai vu un gamin en costume arlequin peindre un arbre bleuté dans un étang gelé. Nous avons su apprendre aux enfants à rêver dans la ville qu'ils ont tant aimée. La ville que j'ai tant aimée, interprétée par Louis Capard. Une superbe chanson. Oui, il en reste quand même des pas mal de chansons.